m'appelle Nadège Gomila, j'ai 37 ans, j'habite à Périgueux et aujourd'hui, je suis la fondatrice de Blumentia, qui est un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Ok. Donc, tu n'as pas toujours été coach, tu n'as pas toujours habité à Périgueux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, quel a été ton parcours avant ça? Ouais, alors non, effectivement, moi je suis installée à Périgueux depuis juillet 2019 et avant ça, j'ai eu une vie extrêmement différente puisque j'ai quasiment habité toute ma vie à l'étranger. Mes parents étaient expatriés. Donc, j'ai fait l'Espagne, le Maroc, j'ai passé mon bac en Argentine. Et puis ensuite, j'ai entamé mes études en sciences politiques. Je me suis spécialisée ensuite en marketing, en communication. Et j'ai passé presque 15 ans dans l'industrie des parfums et cosmétiques en France, puis à l'étranger, en Australie, en Espagne. Et j'ai commencé à me poser des questions à peu près au bout de 15 ans d'expérience professionnelle parce que je me rendais compte qu'en fait, je ne savais faire que ça, évoluer dans l'industrie du parfum et cosmétique. Et ça a C'était quoi ton, commencé. ton métier dans cette industrie? J'étais responsable commercial. Donc, en fait, mon dernier poste avant que je quitte, j'étais en charge du développement commercial pour l'Europe du Sud chez Hermès, donc dans les parfums, donc Espagne, Italie, Portugal, etc. Et même si j'adorais ce que je faisais et que ça avait toujours été une volonté pour moi de travailler dans les parfums, j'ai senti au fur et à mesure un petit peu moins d'entrain, un petit peu moins de motivation, ce qui est un peu perturbant parce que quand on s'est jamais imaginé ailleurs que dans ce qu'on faisait, tout d'un coup, on se prend un petit, petit revers de bâton. Et donc voilà, j'ai commencé à me poser pas mal de questions en 2017 et chemin faisant, j'ai décidé de me reconvertir en 2019 et de quitter Ok. mon emploi à ce moment-là. Donc 2017, tu as envie de te reconvertir, tu le fais en 2019, tu as créé ta société en 2021. En 2021, ouais, j'ai quitté mon emploi en 2019 en sachant plus ou moins ce que j'allais faire, c'est-à-dire déjà quitter l'Espagne et revenir vivre en France, puisque j'avais finalement très peu vécu en France. Aussi parce que j'avais déjà cette idée de créer une structure d'accompagnement à la reconversion et je voulais permettre aux personnes de vraiment déconnecter de leur quotidien et donc de prendre une semaine pour réfléchir. Donc, il a fallu que je réfléchisse à où j'allais m'installer en France. Et donc, j'ai choisi la Dordogne à ce moment-là. Mais entre l'idée et le fait de faire naître le projet, il se passe du temps parce que il faut mettre les finances au clair, parce qu'il faut se former, parce qu'il faut combattre quelques freins aussi qu'on se met soi-même, créer son réseau. Moi, je connaissais personne en Dordogne. Donc, faut pas oublier qu'il y a eu le Covid aussi au milieu. Et donc, voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que il a fallu qu'il y ait du temps qui se passe pour pouvoir poser les briques et vraiment pouvoir lancer le projet en mars 2021. Hmm. Par curiosité, pourquoi la Dordogne? Pour plein de raisons, pour plein de raisons. Une première, c'est une raison d'affect parce que j'aimais la région. J'y avais déjà passé des vacances, j'avais trouvé ça super cool. Mes parents habitent à Bordeaux, donc c'est vrai aussi que ça me rapprochait de la famille. Et puis après, dans l'idée, comme je voulais accueillir du monde, j'ai scanné un peu la France en me disant, bon, voilà, quelles sont les régions qui potentiellement pourraient accueillir le projet. Et donc, j'avais quelques critères en tête. J'avais évidemment, est-ce que la région est sexy, entre guillemets? Est-ce que elle pourrait plaire? Est-ce qu'elle est suffisamment bien connectée pour que les gens puissent venir d'à peu près n'importe où en France? Est-ce que il y a des structures d'accompagnement qui pourraient me permettre aussi de créer un réseau? Euh, Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien manger, j'aime bien le côté social, etc. Donc, il fallait que ça soit une région qui inspire aussi ça. On sait que la Dordogne, en général, est plutôt bien réputée pour ça. Donc, voilà, ça cochait plutôt pas mal de cases, avec aussi le coût de la vie, qui était important. Euh, et donc, la Dordogne s'est dessinée assez facilement dans les projets. Ok. Euh, sur la période de ton jump a duré donc quelques années, à peu près 2, 4 années, en Ouais. fonction de comment tu comptes. Euh, Pourquoi autant de temps? Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Les gens imaginent rarement que ça peut prendre autant de temps, je pense, de changer de métier ou de changer de vie. Comment est-ce que tu as vécu ce... Moi, je me suis fait accompagner en 2017 pour vraiment commencer à me poser des questions.
entre le moment où, voilà, où on commence à se poser des questions et le moment où on trouve des réponses, déjà, c'est pas immédiat, hein, donc il y a vraiment tout un cheminement à faire. Après, comme je le disais, moi, je m'étais toujours vue évoluer dans les parfums et cosmétiques, donc il y a eu un petit moment de deuil, on va dire, de me dire, OK, bah, va falloir que je laisse euh, ma vie professionnelle d'avant pour aller faire autre chose. Et il y a, on va pas se le cacher, mais un petit moment de tout ça pour ça, quoi. Toutes mes études, toute l'énergie, tout l'investissement que j'avais mis aussi pour construire ma carrière. Et il y a un moment donné où c'est est-ce que je suis prête à laisser tout ça derrière, en sachant qu'ensuite, bah, quand le travail se fait, on se rend compte qu'on ne repart pas de zéro, hein, qu'il y a plein de choses qu'on a réussi à construire, qu'on repart avec. C'est pas parce qu'on part dans un autre domaine qu'on repart sur une page blanche, mais il y a quand même ce travail psychologique à faire. Il y a évidemment un travail de finance à faire aussi, de mettre de l'argent de côté, d'organiser en fait le moment où on va se retrouver à un moment donné sans emploi, parce que c'est pas parce qu'on décide de monter sa boîte qu'on gagne sa vie dès le premier mois. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses. Et entre 2017 et 2019, où j'ai décidé de quitter mon emploi, bah, j'ai eu tout ce chemin psychologique à faire. Et où il a fallu que j'imagine aussi et que je me projette vraiment dans la vie d'après pour me sentir en capacité de le faire. Une fois que j'ai démissionné, il s'est passé 2 ans avant de monter vraiment la structure, mais là, il n'y a pas eu de doute. C'est-à-dire, j'étais plutôt dans l'organisation du business plan, de développer mon réseau, de me former à l'accompagnement. La période peut-être plus charnière, ça a été 2017-2019, où il a vraiment fallu que je sois certaine que j'étais en train de faire. On n'est jamais 100% certain qu'on fait le bon choix, mais en tout cas que j'étais au moins à 90% certaine que c'était le bon choix. Donc voilà, Mmh. il se passe un peu de temps. Tu as choisi donc de créer une société Ouais. et non pas de te mettre en micro-entreprise. Alors j'ai les 2, j'ai les 2. J'ai, j'ai donc Blumentia qui est en société, parce que c'est mon activité principale. Heu, mais je suis aussi entrepreneur par ailleurs en tant qu'organisme de formation, parce que j'enseigne aussi et donc ça fait j'ai 2 casquettes. 90% de mon temps et de mon énergie est dédié à Blumentia, mais j'ai quand même 10% de mon temps qui est dédié à de l'enseignement, aussi bien en master en école de commerce qu'en BTS. Donc, je capitalise aussi sur ma vie d'avant, puisque j'enseigne le marketing, les techniques commerciales, toujours dans l'industrie du luxe. J'enseigne aujourd'hui l'entrepreneuriat aussi. Et là, je facture sur de l'auto-entrepreneur. D'accord. Et c'est un vrai choix pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'aime ça. Ça fait déjà 6 ans que j'enseigne et j'enseignais déjà avant de quitter mon emploi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit. Et la deuxième, c'est parce que ben, ça permet aussi de stabiliser les finances, de savoir qu'il y a on va dire, pas un side project, mais en tout cas un boulot à côté qui permet aussi de ne pas avoir le couteau sous la gorge pour développer son entreprise. Si on devait définir le terme de reconversion professionnelle, comment tu définirais ça? Alors en général, moi j'emploie 2 mots. J'emploie soit la reconversion, soit la transition. Et j'y mets deux définitions différentes. Pour moi, une reconversion est peut-être plus radicale. C'est-à-dire que là, elle va être, soit on va complètement changer de secteur, donc ça va impliquer d'acquérir des nouvelles connaissances, de développer un réseau dans un nouveau domaine, dans une nouvelle industrie, dans un nouveau secteur, peut-être se former, peut-être, enfin, en tout cas, il y a plusieurs éléments qui vont venir bouger dans sa vie. Mmh. La transition, pour moi, est peut-être plus douce, c'est-à-dire qu'on va peut-être garder le même boulot, mais changer de boîte parce que la boîte nous correspondra davantage, ou être dans la même boîte, mais changer de boulot. Mmh. Donc, on garde quand même un aspect social où on connaît les valeurs de l'entreprise parce qu'elles nous correspondent, mais on souhaite évoluer. Donc là, on n'est peut-être plus dans une évolution verticale, mais plutôt une évolution horizontale, ou un move géographique, mais par exemple en étant en télétravail et en restant au même poste et dans la même boîte. Mmh. Donc voilà, pour moi, une reconversion est peut-être plus radicale et une transition est peut-être plus douce. Ce qui n'empêche pas qu'une transition mène ensuite à une reconversion. Mais, OK. Une question qu'on retrouve souvent, c'est, si je veux me reconvertir ou changer de métier, je dois reprendre mes études, je redémarre à zéro. Comment tu te positionnes par rapport à cette idée-là?
Je vais faire une réponse de Normande, mais ça dépend. Ça dépend quelles sont les exigences derrière. C'est-à-dire que si on veut être naturopathe, évidemment, il va falloir reprendre des études de naturopathie. Si on veut devenir psychologue, quand il y a des métiers qu'on ne peut exercer que parce qu'on a obtenu un diplôme ou une certification, évidemment. Mm. Mais la formation n'est pas toujours absolument nécessaire. Euh, quand, euh, quand le diplôme derrière n'est pas forcément exigé. Par contre, il peut faire du bien aussi pour sa propre confiance en soi ou sa propre légitimité. C'est-à-dire que, je vais donner mon exemple, mais euh, aujourd'hui, on peut accompagner des reconversions professionnelles sans forcément être coach. On peut décider sans avoir été formé. Euh, Parce que la profession de coach n'est pas encore ultra régulée en France. Il y a des écoles qui sont extrêmement sérieuses et moi je pense que c'est important d'être formé pour accompagner, mais il y en a qui accompagnent sans être formés et ils ont le droit de le faire. Moi, je l'ai fait pour deux raisons, ma formation. D'une part, parce que j'enseigne pas le tricot. J'enseigne où je transmets une méthode et j'accompagne des personnes qui vont potentiellement ensuite enclencher un changement de vie. Donc, on a quand même un impact relativement important Oui. sur la vie des gens et qu'il n'était pas question de faire n'importe quoi. Et puis, il y avait autre chose, c'est que j'avais aussi besoin, moi, de travailler sur ma légitimité et sur ma confiance en moi. Et le fait d'être formée, d'acquérir des nouvelles compétences, forcément, ça m'a aidé aussi à développer mon projet, à être plus en confiance quand j'expliquais ce que je faisais, quand je me présentais aux futurs participants, ou dans un incubateur, ou auprès des gens qui me demandaient ce que je faisais, ou de la presse, etc. Donc, la formation n'est pas toujours nécessaire, mais elle peut être souvent utile. Euh, Soit pour acquérir des compétences dans un nouveau domaine, soit pour travailler sur sa confiance en soi. Là où toi, tu es assise en tant que professionnelle qui accompagne les gens en reconversion, quels sont les profils? Est-ce que tu arrives à détecter un type de profil qui sont peut-être plus à même d'avoir envie d'aller vers une reconversion? Est-ce que ça concerne toute la société en ce moment? Comment est-ce que tu vois les tendances en ce moment? Euh, alors, il y a le profil des gens qui s'inscrivent et qui décident de se faire accompagner. Mhm. Et ensuite, il y a le profil des gens à qui je parle au quotidien aussi et qui ne se font pas forcément accompagner, mais qui évoquent quand même un souhait de reconversion ou en tout cas de changement. Aujourd'hui, la majorité des gens qui décident de se faire accompagner, en tout cas par le programme que je propose, ce sont des femmes, quasiment à 80%. Il y a des hommes, mais peu, malheureusement. Mais ça, on pourra en parler aussi si tu veux, qui ont souvent aux alentours de la quarantaine, qui ont une dizaine d'années d'expérience derrière elles, souvent dans le salariat, dans le privé et dans des grandes villes. Donc Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Lille, voilà. Ça, c'est vraiment le profil type des personnes qui s'inscrivent au programme. Maintenant, j'ai eu tout, c'est-à-dire que la plus jeune, elle avait 26 ans et elle sortait de pharma et elle avait exercé pendant un an et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était pas ce qu'elle voulait faire. La plus âgée était médecin, 56 ans, et elle s'est reconvertie dans la mosaïque. Donc, il y a vraiment des profils extrêmement différents. Euh, Là, par exemple, sur une prochaine session que je lance, c'est la première fois, mais j'ai des personnes dans la fonction publique. Mhm. Et donc, j'ai des personnes qui ont 20 ans d'expérience, certains qui en ont un ou deux. Donc, in fine, quand on regarde vraiment au cas par cas, les profils sont extrêmement variés. Euh, et, et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça touche un petit peu tout le monde. Peut-être aussi parce qu'on entend de plus en plus parler dans la presse, hein, d'exemples, de témoignages de gens qui se sont reconvertis, aussi bien médecins qu'avocats, que profs, que boulangers. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça touche une très large Ouais. catégorie de personnes. Tu évoquais le médecin qui devient, qui va travailler dans la mosaïque. Est-ce que Ouais. toi, tu perçois cette tendance des gens qui ont été formés dans des métiers intellectuels à retourner vers des métiers plus manuels ou est-ce que c'est un cliché?
Alors, euh, il y en a. Maintenant, quand je regarde les profils et les personnes qui, une fois qu'ils commencent à réfléchir vraiment à la façon dont ils voient les choses, je me rends compte qu'il y a beaucoup de métiers manuels qui, en fait, sont plutôt des loisirs, qui deviennent un peu des side projects. Ça veut dire que c'est pas forcément ce qui va générer pour eux leur rentrée d'argent principale. Mais par contre, ils transforment en tout cas ce hobby en une activité un petit peu plus sérieuse, où ils vont passer plus de temps, ils vont peut-être structurer cette activité, peut-être pour avoir une double source de revenus et vraiment voilà, se mettre sérieusement à développer ce projet-là. Après, il y en a qui effectivement décident d'en vivre à 100% ou de la création de bijoux, de la mosaïque, beaucoup dans le textile, dans la couture aussi, j'en ai eu. Euh, mais c'est pas la règle générale. Après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été formées à des métiers intellectuels à travers des écoles de commerce, etc., qui en fait bifurquent pas sur du métier artistique ou artisanal, toujours sur des métiers intellectuels, mais pour des entreprises ou pour des missions avec beaucoup plus de valeur pour eux. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la tendance est plutôt sur ce qu'on appelle les métiers à impact, le développement durable, les économies vertes, le bien pour la planète, etc., etc. Donc quelqu'un qui était en marketing, pour pas les citer, par exemple chez Total, va peut-être se reconvertir toujours en marketing, mais dans une boîte qui va davantage porter des valeurs qu'elle-même porte. Hmm. Ok. Est-ce que tu vois des tendances qui sont en train de naître en ce moment et peut-être pour ce début d'année 2023, peut-être des petits voyants à surveiller? Bah, on entend beaucoup parler depuis au moins la fin de l'année dernière sur tout ce qui va être quiet quitting. Enfin, c'est des grands mots qu'on entend enfin, très souvent même dans la presse. Juste petit aparté, mais moi je suis pas trop d'accord avec la définition qu'on donne du quiet quitting parce qu'on a tendance à dire que quiet quitting égale feignant. Alors que moi, j'ai juste l'impression qu'on est en train de remettre le travail à sa juste place et de se dire, OK, il y a le travail, oui, certes, mais le travail, c'est pas la vie, c'est pas 100% de ma vie. Donc, euh, je trouve ça plutôt positif, le fait de s'interroger sur la place qu'on donne à son travail, le temps qu'on y passe, l'énergie qu'on y passe, etc. Tu peux Euh, définir juste un petit peu plus quiet quitting le quiet quitting est résumé dans la presse comme étant on fait le strict minimum, c'est-à-dire on fait le boulot selon sa fiche de poste, pas plus, pas moins. Euh, mais donc, du coup, la presse ou les journalistes ont aussi tendance à, je trouve, hein, à un peu trop caricaturer les profils en disant que ce sont des gens qui, du coup, ne font rien, sont en dilettante. Et moi, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que le fait de travailler selon sa fiche de poste, où il faut être capable d'avoir une certaine flexibilité et peut-être donner un petit coup de collier dans les moments où c'est nécessaire, mais d'un autre côté, bah, se dire, OK, moi, si à 18h, le travail est fini ou 19h, je pars, parce qu'on a quand même beaucoup une culture du présentéisme en France, beaucoup plus que dans d'autres pays à l'étranger. Je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait, de se reposer la question de la place du travail. Euh, Par contre, pour répondre à la question sur est-ce qu'il y a des voyants à surveiller, si effectivement on est en poste et qu'on se rend compte que la motivation est moins là ou qu'on se demande pourquoi on passe autant de temps au travail, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de mes amis, de ma famille, de mes enfants ou de moi-même, hein, de mes loisirs, est-ce que je suis en train de prendre peut-être moins soin de moi, etc. Bah ça, c'est des voyants à prendre évidemment en compte. Si on se rend compte qu'il y a des sujets qui nous intéressent particulièrement et qu'on aimerait bien y consacrer plus de temps, bah, c'est aussi des éléments à prendre en compte et de se dire c'est peut-être pas juste un loisir, mais c'est peut-être un projet que je peux développer en parallèle de mon travail et m'investir davantage là-dedans. Hmm. Tu parles de quiet quitting. On entend parler aussi de la grande démission. Ouais. Est-ce que tu penses que les choses s'accélèrent avec toute la crise sanitaire du coronavirus, du télétravail, du confinement, etc. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur les valeurs personnelles des gens? Alors, je pense qu'à la différence, parce que la grande démission, ça vient des États-Unis à la base, cette expression.
Et je pense que la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a une grande part de la population donc, qui a démissionné, mais qui n'a pas repris de boulot. Or, en France, ce n'est pas tellement le cas. En France, il y a beaucoup de démissions, mais il y a aussi beaucoup d'embauches. Et donc, je pense que les personnes quittent un poste qui ne leur correspond plus parce que la boîte ne leur correspond plus par rapport aux valeurs ou parce que la boîte n'est pas capable de s'aligner sur leurs envies de télétravail, etc. Et donc, ces personnes-là décident de quitter leur entreprise, mais par contre, restent pas tellement de temps au chômage, finalement, et reprennent un boulot après. Donc, pareil, les chiffres qu'on voit, on parle de démission, mais on parle pas forcément, on met pas les chiffres en face des embauches, en fait. Et les gens restent finalement pas énormément sans emploi. Donc oui, je pense que la crise sanitaire a accéléré les choses parce que, par la force des choses, les gens travaillaient chez eux, se sont finalement rendus compte que c'était cool d'avoir peut-être plus de temps aussi, ou de ne pas perdre 1 heure ou 1h30 dans les transports, que finalement leur travail pouvait être aussi bien fait de chez eux qu'au boulot, enfin en présentiel. Et que oui, ça a rebattu les cartes et que ça oblige aussi les entreprises aujourd'hui à revoir leur politique d'accompagnement de leurs salariés, à être moins dans le flicage peut-être, ou faire plus confiance à leurs salariés pour accompagner justement ces nouveaux mouvements. Ouais. Comment on peut financer, comment on peut se faire accompagner quand on a envie de faire une reconversion? Quels sont les financements qui existent là pour les gens qui nous regardent et qui se disent bon, peut-être que j'ai besoin de me faire accompagner, je ne vais pas faire ça tout seul? Ouais. Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, on va dire de la plus rapide et la moins chère à des solutions plus globales aussi, peut-être plus personnalisées. Déjà, si on est salarié, on a le droit d'avoir un rendez-vous avec ce qu'on appelle un CEP, donc un conseiller en évolution professionnelle. C'est gratuit. Et donc, si on va sur le site mon-cep.org, on peut prendre rendez-vous directement avec un conseiller en évolution professionnelle et avoir déjà une première discussion gratuitement. Donc déjà, ça, c'est un premier point, si on est dans le privé. Ensuite, il y a évidemment tout un tas de solutions où on peut aller picorer à droite à gauche des renseignements au travers de webinaires, il y a des bouquins qui sont très bien faits, etc. Mais ça implique aussi un petit peu plus d'autodiscipline, puisque ça veut dire qu'il faut soi-même se tenir à un certain planning. Et puis après, il y a des façons aussi de se faire accompagner avec une certaine méthodologie, un processus, etc. Donc, on peut faire appel soit à un coach, par exemple, en reconversion professionnelle, pour se faire accompagner en individuel. On peut faire un bilan de compétences classique au travers de structures de coaching, ou de bilan de compétences. Et puis après, il y a d'autres structures comme celle que moi je porte, par exemple, Blumentia, qui là propose de l'accompagnement collectif avec également des temps individuels, avec un processus d'accompagnement plus large que simplement le travail, où on va aller explorer aussi d'autres aspects de sa vie en général, avec la particularité d'avoir une fameuse semaine en immersion en Dordogne pour aussi faire du partage d'expériences avec les personnes. Donc ça peut se financer par le CPF, par exemple, pour tous les organismes qui sont éligibles au CPF, donc au compte personnel de formation. C'est souvent, enfin tout le temps indiqué quand c'est le cas sur les sites. Et à ce moment-là, on peut solliciter son CPF librement, puisque quand on est salarié du privé, encore une fois, on dispose librement de son CPF sans avoir besoin de demander l'accord de son supérieur hiérarchique, ce qui n'est pas le cas quand on est dans le public. Et donc, ça permet de pouvoir alléger, on va dire, la charge financière quand on souhaite se faire accompagner. Ok, génial. Hyper précis. Merci beaucoup, Nadège. On a envie de souhaiter une bonne recherche, une bonne reconversion à ceux qui nous regardent. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci, Lucie.